Bonjour, bienvenue. Alors, moi, je suis né dans la Yougoslavie qui était encore réunifiée. Donc, j'ai vécu le conflit. Il me semble que vous avez couvert la guerre en Bosnie. Et tout à l'heure, vous avez tiré un parallèle entre Hitler et Maduro. À quoi vous pourriez... Maduro. Ah, Maduro. Hmm. À quoi vous pourriez comparer en fait la volonté de Milošević à l'époque de créer la Grande Serbie? Zdravo. Kako si? Ti si srpski? Hrvatski, ok. Très bien. Alors, oui, en effet, on trouve chez la Yougoslavie, on trouve toujours ce double jeu. Ce double jeu entre nationalisme et internationalisme, qu'on trouve chez les mouvements socialistes. Toujours cette ambiguïté. Ils sont la deuxième internationale, oui, ça, tout le monde, il n'y a pas de patrie, et tout, mais la guerre commence et on devient fidèle à son pays. Et en Yougoslavie, on trouve la même chose. Il y a Tito, qui était demi-croate et demi-serbe, je pense. Pardon? Oui, oui, Tchernogore. Alors, il va dire dans la Yougoslavie, c'est une fédération, il faut oublier les nations. Ok? Alors, nous sommes tous des Yougoslaves et il faut expliquer Yougoslavie. Yougo en serbo-croate, ça veut dire sud. Alors, les Slaves du Sud, Yougoslavie, les Slaves du Sud. Alors, il a créé cette fédération des États slaves du Sud et il avait une idée internationaliste. Il n'y a pas de différence entre les différents États. Mais, par rapport à l'extérieur et à l'Union soviétique, il était nationaliste. Alors nous trouvons ici ce double jeu. Et quand, évidemment, la Yougoslavie, c'est, avec la chute du communisme et tout ça, je pense que le communisme était comment on dit, glue, une colle, ok. Le socialisme était une sorte de colle pour la Yougoslavie. Et puisque le communisme est tombé, eh bien, toute cette colle est disparue. Et les États sont séparés. Évidemment, il avait deux projets. Le projet des Serbes, de la Grande Serbie, parce qu'il y avait des communautés. C'est très intéressant le conflit de la Yougoslavie pour mon pays, le Portugal, parce qu'on a découvert au Portugal une chose qui n'était pas évidente pour nous, mais c'est devenu évident. C'est le Portugal, c'est le seul pays de l'Europe où il n'y a pas de minorité, sauf les immigrants évidemment, mais il n'y a pas de minorité étrangère dans les pays. Et il n'y a pas de minorité portugaise au-delà des frontières portugaises. Alors, si vous êtes au Portugal, jusqu'à la frontière sont des Portugais. Vous allez au-delà de la frontière, sont des Espagnols. Mais il n'y a pas on trouve ça partout. Dans les Balkans, c'est partout. Dans la Bosnie, il y a des populations serbes. En Hongrie, il y a la population roumaine. Et dans la Roumanie, des populations hongroises. Mais dans la Serbie, on trouve des populations hongroises aussi. Il y a des populations allemandes en Pologne. Et en République tchèque. Il y a aussi des petites minorités allemandes en France. Vous savez ça? En Italie, il y a des petites minorités allemandes en Italie, dans la région de Trieste. Et alors, on trouve ça partout en Europe. Le Portugal, alors, on s'est rendu compte au Portugal que nous étions dans une situation exceptionnelle. Jusqu'à la frontière sont des Portugais, au-delà de la frontière sont des Espagnols. Il n'y a pas de confusion. On a un bon rapport et tout ça, mais c'est tout à fait différent. Dans le reste de l'Europe, c'est pas ainsi. Alors, dans Yougoslavie, le projet de la Grande Serbie, le projet de la Grande Albanie, parce que le Kosovo, c'était aussi le problème de la Grande Albanie, est né de ce mélange des frontières un petit peu artificielles, de mélange de populations. Et alors, les Serbes ont dit, bon, mais il y a des Serbes au-delà des frontières, alors il faut faire le nettoyage, le etničko čišćenje.
le nettoyage ethnique. Alors, les populations musulmanes, elles vont pour le côté musulman, et les populations chrétiennes, serbes, reviennent pour... alors, ils ont fait un certain nettoyage, qu'on a observé ça dans la Seconde Guerre mondiale, et même après la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont fait ça beaucoup. Les Russes ont fait ça beaucoup. Le déplacement des populations. En Crimée, par exemple, la population tartare de Crimée a été déplacée pour un autre coin de l'Union soviétique. Les Allemands ont fait avec les populations allemandes et polonaises et tchèques et tout ça. Et après la guerre même, les populations allemandes de la Tchécoslovaquie ont été expulsées pour l'Allemagne. Et même en Pologne, c'est passé, on est expulsé des Allemands qui étaient en Pologne, Danzig et toute cette région, Gdansk, sont expulsés pour l'Allemagne. Alors, tous ces mouvements s'est passé et je pense que la situation de la Yougoslavie est un petit peu un microcosme de toute cette réalité européenne très mélangée. C'est très intéressant le conflit yougoslave parce que on pensait, d'après l'anthropologie, que les frontières artificielles, ça c'est en Afrique. Les Européens ont posé des frontières parce que les frontières en Afrique sont des frontières coloniales et elles ne respectent pas l'ethnicité des gens. C'est vrai. Mais on a découvert avec la Yougoslavie que la même chose se passait en Europe. On a oublié ça dès la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en Seconde Guerre mondiale, on savait ça. Mais on a oublié, ça a été nettoyé de cette information. Et le conflit de Yougoslavie nous a rappelé que toute cette réalité, qu'on pense non, c'est une chose d'Afrique, en réalité, elle existe exactement la même chose en Europe. Les groupes ethniques, le mélange de population, la frontière politique ne respecte pas la frontière ethnique, d'une certaine façon, c'est ça le conflit de Yougoslavie, et ça nous a permet de comprendre mieux notre propre continent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était évidemment la Grande Serbie. Le projet de la Grande Serbie, on peut le comprendre dans ce contexte. Évidemment, parce que la Bosnie, il avait des populations, mais même la Croatie, avec chez la Herzégovine, cette raison de... Oui, il avait, parce que c'était catholique, cette région-là. Alors on dit, bon, mais par des raisons tactiques, on a décidé, la Croatie, on ne va pas toucher là. Mais il n'avait même pas cette Frano Tudjman, il avait cette projet aussi d'y aller. Bon, ils ont arrêté, mais il avait un petit peu ce projet. Parce que c'est un projet naturel, on trouve ça partout, le sens de propriété d'être dans un pays. C'est le concept des fascistes, vraiment. Le peuple, c'est la terre. Le cosmopolitanisme, c'est un concept libéral. Toujours, on trouve ces idées là dans ce conflit aussi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pourquoi les pays plus développés et les riches sont moins dans l'idée nationaliste et socialiste? Bon, le socialisme est partout, c'est une idéologie de partager la richesse. Mais je pense que nous sommes ici au cœur de l'économie, vraiment. Même si on parle d'idéologie, c'est beaucoup l'économie. Ce qui se passe, c'est que le capitalisme, c'est qui a créé le concept de libéralisme, et la démocratie, c'est un concept du capitalisme. Le capitalisme, c'est l'expression économique d'une idéologie, c'est le libéralisme, et d'une politique, c'est la démocratie. Le capitalisme, il a une très grande puissance d'innovation. Le capitalisme, c'est un petit peu Darwin. C'est la sélection naturelle. Si vous faites les choses bien, vous avez les prix. Si vous faites les choses d'une façon mauvaise, punition, vous êtes dans la pauvreté. Et évidemment, c'est pas si simple parce qu'il y a aussi les conditions sociales.
Et les socialistes le soulignent, et c'est vrai. Parce que si vous êtes, même si vous êtes très intelligente, si vous êtes dans une condition sociale pas avantagée, vous avez un problème par rapport. Mais le libéralisme, le concept de l'égalité, égalité de la Révolution française, liberté, égalité. Égalité, c'est un concept en effet libéral. Le libéralisme, il va dire il faut avoir des conditions d'égalité au commencement. Ça veut dire égalité d'opportunité. Mais après, c'est le mérite qui va décider si vous aurez une belle vie avec richesse ou non. C'est le mérite. Dès que vous avez des conditions de départ égales, et ça c'est un concept libéral. Le socialisme va un petit peu au-delà de ça. Et le socialisme va dire, ok, égalité au départ, mais aussi à la fin. Alors, si vous avez du mérite ou non, ça n'importe pas. Vous avez toujours le même droit. Le problème de cette idée, c'est qu'elle est une idée très belle, du point de vue dont on la présente, mais elle est très inefficace. Je vous raconter une petite histoire. Je peux vous raconter deux petites histoires que j'ai vécues. Une histoire, j'étais à Macédonie quand la NATO, l'OTAN a attaqué la Serbie. Okay, et la Macédonie venait du communisme yougoslavien. Et on a perdu mes bagages, mes valises, parce que c'était le commencement de la guerre, je faisais le reportage, et mes bagages, mes valises sont arrivées à Sofia, en Bulgarie. Alors j'étais à Skopje, en Macédonie, je n'avais pas de pantalon, rien, seulement les choses. Alors je suis allé en magasin. Et dans le magasin, c'était un magasin vraiment de cette époque communiste, il avait, je pense, 10 filles qui travaillaient. Le magasin était vide, tout à fait dépassé. Une chose que j'ai vue au Portugal, en Provence, il y a 40 ans. Mais c'était là à Skopje, c'est la capitale Skopje. Hein. Il avait 10 filles, ils ne travaillaient pas. Et je demandais, excusez-moi madame, et ils m'ont regardé comme, oh, mais qu'est-ce qu'il veut ça? Vous comprenez? Le client, il n'était pas important. Et alors, j'ai dit, mais je veux acheter quelque chose. Il n'était pas intéressé à me vendre. Vous comprenez? Parce que vendre ou non, pour eux, c'est la même chose. Il n'y a pas du bénéfice. Okay? Et la deuxième chose que c'est une histoire que j'ai jamais oubliée, cette histoire que j'ai vécue à Skopje. J'étais dans le magasin et les gens ne voulaient pas me vendre parce que c'était pas important pour eux. Et à Cuba, j'étais à Havane, qui est encore communiste, et il n'avait pas de magasin, mais il avait un magasin pour tous les touristes. Alors, j'ai vu, nous avons un magasin, alors on va entrer. Il avait un policier à la porte. Il a dit non, vous ne pouvez pas entrer. Mais pourquoi? Non. Puis s'il y a des gens déjà. Mais c'est normal qu'il y ait des gens. Parce qu'il y avait 3 personnes dans le magasin. Et les choses qu'il montrait, c'était des choses vraiment dégueulasses. Hein. C'était pas bien pour acheter, mais c'était une chose cubaine. On voulait un souvenir quelconque. Alors, on était là. Mais pourquoi on peut pas? Il y a 3 personnes. Alors j'ai compris. Le plus important pour Louis, pour les gens du magasin, c'est pas vendre. C'est la sécurité. Que personne ne vole. Alors il faut surveiller la personne. Vous comprenez? Alors il faudrait qu'une de ces 3 personnes sorties pour que je puisse entrer pour être surveillé. S'il y avait 4 personnes, vous ne pouvez pas surveiller tout le monde. Vous comprenez? Et alors c'est le problème de le capitalisme. Il n'a pas ça. Vous avez le prix si vous avez une belle idée, vous avez le prix pour ça. Vous devenez riche. Alors c'est un très grand encouragement pour la richesse. Mais il n'y a. En portugais, on dit. Non, comment je peux dire? Il y a une chose belle sans des défauts. Et le problème, c'est qu'il y a des inégalités. Parce que si vous avez des mérites, vous avez le prix, mais si vous n'avez pas des mérites, vous êtes dans la rue, vraiment. Ce sont des situations de très grande inégalité. Et alors, pourquoi est-ce que les pays riches sont libéraux? Justement parce qu'ils sont libéraux. Si vous pensez à cette chose très petite, nous sommes maintenant dans une révolution d'information. L'intelligence artificielle, elle arrive. Okay? Les grandes compagnies d'intelligence artificielle sont lesquelles? Google. Mais où est-ce que Google est né? Aux États-Unis, pays libéral.
OK, Airbnb. Oh, c'est une idée américaine. C'est en Amérique. OK, Amazon. Oh, c'est Amérique. Uber. C'est Amérique. N'importe quoi en intelligence artificielle, c'est toujours Amérique. Pourquoi? À cause du libéralisme. Le libéralisme, il a une capacité, s'il est réglé, parce que s'il n'est pas réglé, ça va aboutir au monopole. Mais s'il est réglé, c'est la compétition. C'est darwinien. Tout le monde, c'est la jungle, et les plus forts, il va vaincre. Et les autres vont mourir. Okay? Et ça va aboutir à une très grande innovation. Parce que nous sommes dans la jungle, il faut créer des choses nouvelles pour être au-delà. Et puisqu'il n'y a pas beaucoup d'impôts, là, alors si moi, je suis européen, si j'ai une belle idée, je ne vais pas faire cette idée en Europe, parce que je vais payer beaucoup d'impôts. J'irai en Amérique. Et en Amérique, je vais prendre tout le profit parce que je paye presque pas d'impôts. Mais par contre, il n'y a pas de sécurité sociale. Il y a un tas de choses. Alors, je dirais que les pays les plus développés sont des pays libéraux et ils sont les plus développés justement parce qu'ils sont libéraux. Mais aussi, ils sont des pays des grandes inégalités sociales. Okay? Alors, il nous faut toujours penser, mais qu'est-ce que je veux? Et c'est légitime à vouloir une chose ou vouloir une autre chose. Mais il aura toujours des conséquences. Si je veux le libéralisme, je veux la richesse, l'innovation et tout ça, bon, il y a des conséquences. Si je ne veux pas ça, bon, il aura d'autres conséquences. Je vous dis par exemple, la France est un pays avec une forte tradition socialiste. Jean-Noël Babeuf, socialiste, Proudhon, socialiste. Mais je me souviens, quand j'étais petit, la France était un pays très, très puissant. La culture française, elle était partout. Je lisais Tintin, je lisais Blake et Mortimer, je lisais Astérix. Aujourd'hui, personne ne remarque la France. En Europe, je vous assure, culturellement, elle est morte. Elle est morte. Elle n'a pas d'innovation. Et je pense qu'il y a, quand on fait un choix, il y a des conséquences positives, oui. Dans le socialisme, il y a des conséquences positives. Il y a des conséquences négatives. Si on va pour le libéralisme, il y a des conséquences positives, mais il y aura aussi des conséquences négatives. Et il nous faut prendre des décisions et comprendre les conséquences de ces décisions. Mais je dirais, si vous me posez la question, quel est le futur de l'humanité? À mon avis, c'est une façon de socialisme. Mais d'une façon pas marxiste. Toutes ces révolutions, ce sont des conneries. Ça a donné seulement des tragédies. J'ai lu un auteur américain qui a étudié ces sujets. Il a dit, remarquez que le fascisme, il avait, je pense, 60 000 personnes qui sont décédées, victimes du fascisme en Italie. 60 000, 50 000 quelque chose. Le communisme, c'est 20 millions. C'est une petite différence, non? Alors, des grandes tragédies qui sont été par cette dictature, vraiment. Mais, en effet, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, tout sera robotisé. Et dès que tout sera robotisé, nous allons perdre nos boulots. Il n'y aura pas de travail à faire. Alors, il faudra, parce que ce sont des machines, il n'y aura pas de chauffeurs, dans les bus publics, dans les trains, il n'y aura pas de professeurs. Les machines, dans 30, 40 ans, ils vont faire tout, et mieux que les êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les êtres humains? Il faudra que les machines paient des impôts pour les gens vivre. Vous comprenez? Alors, c'est une façon de socialisme. À mon avis, ce qui va se passer. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui va créer la richesse, ce sont les machines. Et on marche dans cette direction. Alors je pense que dans quelques années, on ne travaillera pas 8 heures, ça sera 7 heures, et puis 6 heures, puis 5 heures, parce que les machines, elles vont faire le travail, elles vont faire les productions. Mais ces machines, elles sont développées pas par le socialisme, elles sont développées par le libéralisme, parce qu'on trouve toute l'intelligence artificielle aux États-Unis, le pays du libéralisme, pas du socialisme. Je parle ici beaucoup de politique, mais je ne veux pas faire la politique, c'est une analyse académique vraiment, comprendre l'histoire des idées et n'avoir pas peur de challenge, comme on dit en français,
de faire le défi aux idées politiques existantes, de toucher aux dogmas qui sont des idées presque religieuses, parce vous remarquez qu'on commence à parler de politique, des gens deviennent fâchés, parce que ce sont des idées religieuses en effet. On croit à ces idées, comme une religion vraiment, mais ce ne sont que des idées. Et dans une académie, il nous faut tout discuter. Et ça, c'est l'essence de On Liberty, de l'illibéralisme. La liberté de penser et de dire ce qu'on pense vraiment. Avant la prochaine question, simplement pour dire que les étudiants qui parlent, c'est qu'ils ont des cours. Ils n'ont pas eu peur. Je crois que la prochaine question. Vous avez évoqué le cas français, le Front National, et vous avez qualifié le mouvement proto-fasciste. Et il m'a semblé que vous écartiez le cas français, peut-être le cas large d'autres pays européens, la possibilité que le fascisme accède au pouvoir. C'était rapide, mais bon, est-ce que vous pourriez développer là-dessus? Et en quoi vos analyses, y compris historiques, peuvent nous fournir les clés de compréhension? Voilà. Et puis un autre réseau de questions, est-ce que vous pensez qu'il faut que les démocraties peuvent rester avec les ennemis de la démocratie? Comment confronter ces questions? Oui, ce sont deux belles questions différentes, mais avec un rapport. Première question, est-ce que le fascisme prendra le pouvoir? Du moment où je pense que dans une économie développée, le fascisme n'a pas lieu. Quand on regarde l'histoire, seulement les pays sous-développés avaient des fascismes. Même s'ils l'appelaient le communisme, mais c'était des régimes fascistes. On regarde ça en Venezuela, mais Venezuela c'est un pays sous-développé. Alors dans un pays développé, je pense pas, c'est pas possible, parce que dans un pays développé, il n'y a pas vraiment la classe travailleur. Il n'y a pas. C'est partout, c'est la classe moyenne. C'est partout les bourgeois. Et les bourgeois sont par nature des cosmopolites. Des gens qui sont... Alors, je pense que ces mouvements de socialisme nationaliste, non. Il aura toujours, évidemment, on trouve ça chez Brexit, par exemple, on trouve ça chez le Front National. Mais à la fin, pour gagner le pouvoir, dans une société avec une forte présence libérale et de développer, je pense que ça soit pas... L'histoire nous dit non. Seulement l'Allemagne, c'est le seul pays développé, parce que l'Italie, qui était un pays fasciste, c'était un pays sous-développé. Un pays d'immigration pour l'Amérique, et pour l'Argentine, et pour le Brésil. Alors c'est ce que, évidemment, Mussolini appelait un pays prolétarien, une nation prolétarienne. Aujourd'hui, l'Italie, c'est pas ainsi. L'Italie, c'est aujourd'hui un pays développé. Et dans ce sens, pour avoir un régime ainsi, il faut être sous-développé. Et puisque nous ne sommes pas dans l'Europe, Union européenne, il n'y a pas vraiment des pays sous-développés, je ne pense pas. Évidemment qu'il y a des mouvements nationalistes qui sont là, mais qui sont devenus plus forts avec la crise des réfugiés. Mais à mon avis, c'est une chose conjoncturelle. Dès que cette crise sera finie, le problème sera fini aussi. Okay? C'est une réaction. J'étais en Angleterre, comme j'ai dit, pendant le Brexit, et j'ai interviewé beaucoup de gens, des travailleurs, pas des bourgeois, des classes moyennes, non. Des travailleurs, le chauffeur du taxi, quelqu'un qui travaillait à l'usine, il disait non, la raison pourquoi j'ai peur de ces réfugiés, parce qu'ils vont arriver, ils vont prendre mon boulot. Parce qu'ils ne vont pas prendre le boulot des bourgeois. Non. Ils vont prendre les boulots moins bien payés. Et alors, ce peur, il était là. Et je pense que c'est la raison. La deuxième question, c'est si la démocratie doit accepter ses ennemis. Bon, le libéralisme, c'est évidemment la liberté. La liberté. John Stuart Mills, dans ce livre-là, On Liberty, il a dit, même si une personne, toute l'humanité pense une chose, et une personne pense le contraire, toute l'humanité n'a pas le droit de finir de supprimer l'idée de cette personne, comme cette personne n'a pas le droit de supprimer l'idée des autres. Mais il a
il a présenté une limite, c'est la violence. Si, bon, j'ai la liberté, par exemple, de critiquer Rosa, mais je n'ai pas le droit, je n'ai pas la liberté de tuer Rosa ou de blesser Rosa. Ok? Ça, c'est la limite, la violence. Et dans cette limite, est-ce qu'on peut accepter un mouvement dans la démocratie qui est contre la démocratie? Mais ça, c'est le libéralisme, oui, on accepte. Mais dès qu'il n'y a pas de la violence. Et évidemment, par exemple, nous avons dans l'islam, il y a le mouvement djihadiste, qui est un mouvement violent. On dit, oui, on accepte la religion, mais on n'accepte pas quand ça devient violent. Okay? Et ça, c'est pour les religions traditionnelles ou pour les religions politiques, la même chose. Oui, on accepte les communistes, mais non, on n'accepte pas la révolution. Parce que ça va aboutir à la violence. La révolution, c'est l'utilisation de la violence pour faire les choses. Ces idées de Sorel dans les réflexions sur la violence qui ont un impact très grand chez les communistes soviétiques, chez les nationalistes allemandes, chez les fascistes italiens. Bon, ces idées sont très dangereuses parce qu'elles amènent à la violence. Et voilà une interdiction. Mais oui, la démocratie, puisqu'elle est libérale, elle doit accepter même les idées qui nous semblent bizarres. Si je veux être pour... Parce que nous avons aussi aujourd'hui, c'est très intéressant, nous avons aussi un discours qui devient un petit peu autoritaire, voire fasciste, dans le sens négatif, c'est dire... c'est la dictature du politiquement correct. Oui, je peux dire que oui, je suis pour les homosexuels, mais je ne peux pas dire que je suis contre les homosexuels. Et en effet, dans le libéralisme, on doit vraiment accepter les dépositions. OK? Et alors, le politiquement correct, il y avait un tas de choses qui étaient pas acceptables de dire, et maintenant, elles sont devenues façonnables, et les autres sont devenues interdites. Et c'est pas la vraie démocratie. La démocratie, c'est le droit de dire ce que je pense. Sauf si j'amène à la violence. Je peux dire, je suis contre les homosexuels, mais je peux faire rien contre eux. Parce qu'ils ont la liberté d'être ce qu'ils sont. Ils ont la liberté de choisir. C'est ça le libéralisme. Et c'est ça le défi le plus difficile. Le défi de comprendre que nous n'avons pas la vérité, même si nous avons la vérité. Les autres personnes ont le droit d'être tort. Et ça, c'est un voyage difficile de faire, parce que notre tête n'est pas fabriquée de cette façon. Mais en réalité, c'est ça le libéralisme, dans la façon plus pure, c'est accepter toutes les opinions dès qu'il n'y a pas de violence liée à ces opinions. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, en France, des ordonnances? Je ne connais pas les ordonnances, qu'est-ce que c'est ça? C'est le gouvernement qui a imposé, par exemple, la nouvelle loi du travail. En gros, comme on va chez le médecin, on nous prescrit en gros une ordonnance sans demander l'opinion du peuple ou même du Parlement. Je ne suis pas très familiarisé avec cette question de la politique. Même la politique française, ce que je connais, c'est à la distance, vraiment, parce que je n'habite pas en France. Alors, je viens ici beaucoup de fois, mais je ne suis pas une autorité sur le sujet. Mais ce que je peux dire, c'est que le problème des impositions, de la violence psychologique et tout ça. Vous savez, il y a une chose que le Bouddha, il disait, c'est que quand on nomme les choses, elles deviennent une chose différente. Mais en réalité, tout est la même chose.
quand on dit, bon, par exemple, je sais pas, l'eau et la bouteille sont des choses différentes, parce que j'en nomme ainsi, mais en réalité, il y a une continuité sur la nature. Et ça, la physique a démontré aussi. Il y a beaucoup de vérité là. Alors, dès qu'on nomme les choses, on va créer des frontières, ok? Et des frontières, des conceptuels. Le libéralisme a parlé de cette question. Bon, quand on parle des droits, mais est-ce que j'ai le droit de ça, et ça, la violence? Est-ce que quand une personne me regarde d'une façon un petit peu, par exemple, fâchée parce qu'elle n'aime pas les choses que je dis, elle me fait de la violence. Et c'est une violence psychologique. Je peux dire ça. Okay? Alors, ce que je veux dire, c'est que à la fin, il n'y a pas de limite. On peut donner des appellations à toutes les choses. Quand on parle de violence dans le libéralisme, c'est dans le sens de la violence physique. Mais bon, on peut se poser les questions, mais il y a des violences qui ne sont pas physiques, et c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense qu'il n'y a pas une réponse vraiment. Si je vais à l'église, les gens me regardent d'une façon... Ah, mais il est un connard, quoi, il va à l'église. Bon, ou le contraire, mais il ne va pas à l'église. Hein. Mais c'est mon droit d'aller à l'église, c'est mon droit de n'aller pas à l'église. Et pourquoi est-ce que les gens vont être perturbés par ce que je fais? C'est mon droit d'être homosexuel, c'est mon droit d'être contre les homosexuels. C'est mon droit, effectivement. Pourquoi est-ce que les gens devront être fâchés à ce sujet? Il n'y a pas de réponse, vraiment. Et je pense que la leçon du libéralisme, c'est qu'il n'y a pas de réponse définitive. C'est pourquoi nous avons le droit d'avoir des opinions différentes. Est-ce que ça, c'est une violence ou non? Bon, je ne sais pas. Et finalement, c'est une question d'opinion. Il y a des choses, nous avons un petit peu la tendance à dire il n'y a pas de vérité. Ce n'est pas vrai. Et c'est sa vérité. Non, ça c'est une façon de parler. Non, et il y a des vérités. Est-ce que je suis portugais ou français? Non, je suis portugais. Alors, si quelqu'un dit je suis français, c'est pas vrai. Si quelqu'un dit je suis portugais, c'est vrai. Alors, il y a des vérités. Est-ce que ça, c'est de l'eau ou c'est du whisky? Non, c'est de l'eau. Il y a des vérités. Alors, on dit non, il n'y a pas de vérité. Non, c'est pas vrai. Il y a des vérités. Mais il y a aussi des opinions. Il faut savoir que souvent, on utilise le mot vérité pour exprimer une opinion. Mais ça, c'est une opinion. Dès qu'on comprend que c'est une opinion, même si on dit oh, c'est ma vérité, non, c'est pas ma vérité, c'est mon avis. Et dire c'est ma vérité, c'est une façon incorrecte de m'exprimer. C'est mon avis. Et cette façon incorrecte d'exprimer les choses nous trompe souvent. Comme dire droite et gauche. Ça nous trompe. Lui, le Front National est là et le Mélenchon, il est là. Alors, ils sont très différents. Non, ils ne sont pas si différents comme ça. Parce que ce concept-là, droite et gauche, ça nous trompe. Et ici, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est la violence psychologique? Est-ce que critiquer une personne, c'est une violence psychologique? Oui et non. Là, c'est une question d'opinion, vraiment. Et quand on arrive à une question d'opinion, il n'y a pas une vérité. Il y a des opinions. Et c'est pourquoi je suis un petit peu mal à l'aise pour m'exprimer qu'est-ce que c'est une violence psychologique acceptable ou non. Ça, c'est vraiment une opinion. Je demande mes excuses et j'irai après tout parler un petit peu en portugais. Je suis portugais et après j'irai essayer de traduire en français parce que mon français n'est pas parfait, vous entendez? En français, sinon... Oui. De toute façon, je te poserai la question en portugais. Je suis animateur déjà ici à une radio, une émission portugaise ici à Saint-Étienne e je parle toujours en português aussi. Por isso, José Rodrigues Santos, eu queria te perguntar como homem da comunicação social, jornalista português que acompanha muito a realidade do mundo e da Europa e Portugal em particular também, como é que o José Rodrigues Santos vê este terrorismo, portanto tem a ver com a Europa e em particular em França, que se tem sentido com muito vigor, se o vê este terrorismo como uma nova forma de fascismo em desenvolvimento no mundo. On peut essayer de traduire. C'est sur le djihadisme. Non, comment vous regardez le terrorisme dans l'Europe, en particulier en France, si vous le regardez comme une nouvelle forme de fascisme, en fait. Okay. D'accord. Nous
parlons ici du terrorisme djihadiste ou des autres? Parce qu'il y a État, c'est une chose. Le djihadisme, c'est... Le problème du terrorisme, c'est un concept intéressant parce que, par exemple, nous sommes en France, en 1944, les Allemands sont là, ok? Les Allemands sont là, les nazis, ok? Il y a un Français qui va tuer un Allemand pour de la résistance. Pour l'Allemand, il est un terroriste. Il est un terroriste. Alors, qu'est-ce que c'est le terrorisme? Les terroristes ne se regardent pas comme des terroristes. Ils se regardent comme des gens qui sont au service d'une vérité. On trouve ça... Le problème des terrorismes, c'est justement cette idée religieuse de délivrance, ok? Qu'on trouve chez la violence communiste. C'est bon, oui, on va tuer la personne, mais c'est pour son propre bien, ok? On va tuer la personne, c'est pour délivrer la révolution du prolétariat. Et ça sera bon, à la limite, pour l'humanité. Alors oui, c'est vrai, je tue l'Allemand, oui, mais c'est bon pour la France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes illusions, non. Le système de pensée, il est toujours là. Okay? Je tue l'Allemand parce que c'est bon pour la France. C'est mauvais de tuer une personne, oui, je suis d'accord. Mais c'est comme, par exemple, j'ai un très grave gangrène. Une gangrène dans ma chambre. Ça se parlait pas. Aujourd'hui, la gangrène, c'est une chose qui n'existe pas, mais pas beaucoup. Mais pendant la guerre, il y a une jambe qui est en gangrène. Alors, il faut couper la jambe pour sauver le corps. Sinon, la gangrène va toucher le corps et on va mourir. Et alors, amputer la jambe, c'est mauvais. Mais on le fait pour le bien du corps. Et c'est le rationnel. Alors, les djihadistes, qu'est-ce qu'ils font? En effet, il fait les choses parce qu'il croit qu'il fait une chose bien pour nous. Ils vont amener le mot d'Allah. Ok? Et ce qui se passe, c'est que le monde, il est en ignorance religieuse. Il est en ignorance de la loi de Dieu, de la charia. Et il faut aboutir, il faut amener la charia pour tout le monde. Pour que tout le monde est dans l'ignorance. Évidemment qu'il y a des résistances des gens. Les gens résistent à cette délivrance de Dieu. Et alors il faut faire la violence, oui, mais c'est pour l'instant, passer pour le bonheur de l'humanité à la fin. C'est le même concept des communistes, c'est le même concept des nationalistes, c'est toujours les mêmes idées de délivrance à la fin. C'est le mal provisoire pour un bien. Alors ces gens-là, ils croient qu'ils font ce que Dieu les a ordonné, et c'est pour le bien de la France, de l'humanité. Tout le monde devient des musulmans, et tout le monde devient bien, alors tout le monde devient dans les lois de Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu, il a créé par exemple la loi de la gravité, pour les lois de la nature, pour régler l'univers. Mais il a aussi créé des lois pour les hommes, c'est la charia. Et alors, il nous faut être en consonance avec Dieu qui a créé la loi de la gravité aussi. Comme les pierres, quand elles tombent, elle est en consonance avec la loi de la gravité. Il nous faut être en consonance avec la charia, la loi de Dieu. Okay? Alors, c'est toute cette idée de zélote, vraiment, de délivrance à la fin. On fait le mal aujourd'hui pour arriver à un bien à la fin. Et alors, la question, c'est, mais comment on va faire ça dans un pays comme la France, qui a eu un attentat à Carcassonne il y a quelques jours, mais il a à Paris, à Nice, n'importe pas, il est en Allemagne. Eh bien, il y a une réponse, évidemment. Il y a une façon de faire le combat. Mais le combat se fait, à mon avis, à l'école. Le combat se fait à l'école. Pas ce que je dis, c'est il faut tuer l'idée, il ne faut pas tuer les gens. Et on me posait la question tout à l'heure sur est-ce qu'il nous faut accepter des idées contre la démocratie dans la démocratie. Et en effet, quand vous avez posé cette question, j'ai pensé immédiatement au djihadisme. Parce que dans le djihadisme, c'est, oui, imposer une idée différente, mais avec la violence. Et ça, ce n'est pas acceptable.
Et qu'est-ce qui se passe ici, je pense? Vous trouverez que, par exemple, un pays, comment je vais dire ça? Il y a des Turcs qui sont en prison par djihadisme. Mais vous savez que tous les Turcs qui sont en prison par djihadisme, par terrorisme djihadiste, pas un a été élevé en Turquie. Ce sont des gens qui sont élevés en Allemagne, pas en Turquie. Mais pourquoi? Comment est-ce que la Turquie ne produit pas des djihadistes et l'Allemagne produit? Parce qu'en Turquie, ils avaient en chef, c'était Atatürk. Atatürk, c'était le dictateur de la Turquie après la Première Guerre mondiale. Il a compris que le problème de la Turquie, c'était une trop forte islamisation de la société, qui oubliait la moitié de la population, les femmes par exemple. Les femmes étaient tout à fait à la maison. Hein, et quand on oublie les femmes, on oublie la moitié de l'humanité. Alors c'est une ressource incroyable. Il a compris que les femmes, dans l'islam, elles étaient dehors. Okay? La deuxième chose, c'est toute la violence qu'on trouve surtout dans les hadiths, sur les évangiles. Pas beaucoup dans le Coran, mais même si on trouve quelque chose là, mais dans les évangiles, les histoires sous la vie du prophète, on trouve beaucoup de violence là, et des appels à la violence et tout ça. Et il a interdit la lecture de ces textes sacrés de l'islam. Il a dit non, ces textes-là, ils vont aboutir la Turquie, ils vont amener la Turquie à l'ignorance. Alors, il a interdit la lecture de ces textes-là. C'est interdit. Les versets violents du Coran et surtout des hadiths, les évangiles musulmans, sont interdits en Turquie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, la Turquie a des mouvements de terrorisme nationalistes, mais pas djihadistes. Et ce qui se passe, les Turcs sont arrivés en Allemagne, puisqu'ils arrivent dans des écoles où on enseigne les idées djihadistes sans restriction, parce que les Allemands disent non, il ne faut pas, c'est la religion, il ne faut pas toucher à... ils sont libres d'enseigner n'importe quoi. Et en effet, on peut enseigner des idées comme les zakats et tout ça, c'est inoffensif, mais on peut aussi enseigner les idées djihadistes, qui sont là, en effet, dans les textes religieux. Et alors, ça a amené au problème qu'on connaît. Et la même chose se passe en France et en Angleterre et tout ça. C'est pourquoi tous ces mouvements, ils sont très forts. Et l'important, c'est ces idées sont nées en Arabie Saoudite. On parle de wahhabisme ou de salafisme. Hein. Le wahhabisme, c'est un cheikh musulman en Arabie Saoudite, c'était le cheikh Wahhab. Et il a créé cette idéologie. C'est le retour au texte original de Mahomet. C'est pourquoi on dit fondamentalisme. Fondamentalisme, c'est intéressant. C'est un mot qui est né au 19e siècle aux États-Unis pour faire la description des chrétiens, des communautés chrétiennes qui étaient fondamentalistes. Ça veut dire qu'elle allait au fondament de la religion. Vous savez, dans la religion chrétienne, Jésus a dit, si on tape sur une face, on montre l'autre face. Il faut pas seulement aimer votre voisin, pour le proche, il faut aimer aussi l'ennemi. Alors c'est une religion pacifiste. Alors ces gens-là, ce qu'ils faisaient, ils ne faisaient pas la guerre. Ils étaient aux États-Unis, ils disaient, non, je ne fais pas la guerre parce que dans le texte, dans les évangiles chrétiens, il dit, il faut pas tuer, et alors, ce sont des mouvements fondamentalistes. Dans la religion musulmane, il y a de la violence, effectivement. Il faut couper la main droite du voleur, il faut lapider les femmes qui font l'adultère, bon, il faut tuer les infidèles qui ne payent pas la jizya. Bon, il y a un tas de choses qu'on trouve là. Et quand on va au fondament de la religion, on va trouver ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Napoléon, il a occupé l'Égypte, c'était le plus fort pays arabe, et le monde islamique était en choc avec ça. Comment est-ce que les infidèles ont la puissance d'occuper l'Égypte? Et pour délivrer l'Égypte, les Égyptiens,
ils ont besoin des Anglais pour expulser les Français. Alors, ils n'avaient pas le pouvoir et ils n'ont pas trouvé le pouvoir chez les autres pays musulmans d'expulser les Français. Alors, c'est pourquoi cette idéologie a été développée en Arabie Saoudite pour donner la réponse. Il a dit, le cheikh Wahhab, il a dit, bon, la la communauté des croyants musulmans, elle est soumise aux infidèles parce qu'elle a oublié le vrai mot. Et il nous faut aller au fondament de la religion. Il nous faut aller au djihadisme. Parce que Mahomet, il était un général à Médina, okay? Un chef militaire. Et alors, ils ont développé ces idées, le wahhabisme en Arabie Saoudite, et avec l'argent du pétrole qu'ils ont payé aux Arabies Saoudites, ils ont exporté cette idéologie. Okay, de fondamentalisme. Il envoie des professeurs à Paris, mais aussi dans d'autres coins. Par exemple, au Mozambique, il y a une population musulmane très forte, très modérée, pas de problème. Mais ces gens-là, ces professeurs sont arrivés d'Arabie Saoudite et ils ont dit, avec l'argent du pétrodollar, ils ont dit aux gens, écoutez, délivrez-moi vos enfants. Je paierai la nourriture, les vêtements, l'éducation et tout ça. Et les gens qui sont pauvres ont dit, mais volontiers, merci beaucoup, merci beaucoup. Et alors, ces gens-là sont dans les écoles musulmanes wahhabites et sont avec des professeurs saoudiens de l'Arabie Saoudite et ils enseignent le djihadisme. C'est pourquoi ces idées, et à Paris, il y a des mosquées où ces professeurs qui viennent d'Arabie Saoudite, avec l'idéologie wahhabite, ils sont là à enseigner ces idées aux fils des immigrants qui sont venus de ces pays, parce que cette première génération sont venus pour travailler, vraiment. Et ces enfants qui ont des problèmes d'identité avec le pays où ils étaient, soudainement ils avaient cette réponse que le professeur le donnait à l'école, sans restriction d'enseignement. Et alors, cette idéologie s'est propagée. Alors, quelle est la solution? C'est à l'école. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas tuer les gens, il faut tuer l'idée. Alors, il faut, comme les Turcs ont fait, il faut interdire. Cet verset-là, il ne faut pas le lire. Ce texte-là, c'est faux. On ne peut pas accepter. Si on ne fait pas ça, on aura des problèmes, évidemment. Et il faut souligner que les premières victimes sont les musulmans eux-mêmes. Okay? Bonjour. Vous avez évoqué la Turquie. J'aimerais savoir si vous pensez que la Turquie commence à avoir un régime autoritaire et par rapport au kémalisme, vous ne pensez pas que ce mouvement il a plus éloigné le peuple turc de ses racines? J'aimerais savoir ce que vous pensez. Merci. Vous êtes turc? Ah, teşekkür. Alors, la Turquie, c'est un cas très intéressant. Parce que le Atatürk, évidemment, il a fait cette division, par exemple avec Hagia Sophia. Hagia Sophia, c'était une cathédrale à Istanbul. C'était la grande cathédrale du monde chrétien, effectivement. Et c'est devenu une mosquée quand les Turcs sont arrivés à Constantinople. Et puis Atatürk, il a dit non, la religion, c'est seulement à la mosquée. Et Hagia Sophia est devenue un musée. Pas une église, pas une mosquée, c'est devenu un musée. Et il a laïcisé la société turque. Mais évidemment, quand on parle de laïciser, on parle vraiment de quoi? Il a compris le problème. Alors, il a compris le problème. C'était un sage dans ce sens. Mais il a laïcisé la société turque, mais seulement la classe moyenne, parce que c'est impossible au peuple. Alors, on dit, par exemple, on arrive à Istanbul, c'est une société, c'est une ville vraiment européenne. Mais quand on arrive à la Provence, c'est l'islam. C'est tout à fait, c'est une autre société. Vous savez, le prophète Mahomet, il n'aimait pas les chiens. Alors, quand vous allez en pays musulman, vous ne trouvez pas les gens avec les chiens. Le seul pays musulman où j'ai vu des gens avec les chiens, c'est la Turquie.
À Istanbul, on voit des gens qui se promènent avec les chiens. Ok, ça, c'est pas musulman du tout. C'est une société beaucoup laïcisée. Il y a même un quartier à Istanbul, c'est Beşiktaş, je pense, que c'est très laïcisé. Erdogan, il n'entre pas là. C'est tout à fait européen. Mais je pense, oui, malheureusement, que la Turquie, et c'est bizarre ce qui se passe en Turquie, parce que c'est un cas qui nous amène à la question que Madame nous a posée au sujet de la démocratie et des contradictions de démocratie derrière elle. Vous savez, Atatürk, il a imposé ça avec une dictature. Il a dit, par exemple, il a donné le pouvoir à l'armée et aux juges. C'était le pouvoir. Il a dit, par exemple, les femmes ne peuvent pas aller à l'université voilées. C'est interdit. Ça, il a absolument laïcisé, interdit d'être voilé. Okay? Et ces règles, qui sont au fondement du développement de la Turquie et de la modernisation de la Turquie, c'est le pays musulman plus développé, mais sans aucune doute, et sans pétrole, en effet. Ces règles ont été détruites par l'Union européenne, parce que la Turquie voulait entrer dans l'Union européenne. Et l'Union européenne, à cause des idées libérales, a dit non, pas d'interdiction. Il ne faut pas interdire une femme d'entrer dans l'université avec des voiles, non, il faut avoir la liberté. Qu'est-ce que c'est ça, le pouvoir chez les militaires et les juges? Non, pas acceptable. Le pouvoir est du peuple. Mais puisque le peuple, il est dans la grande majorité, sauf beaucoup plus, sauf Istanbul, il est très religieux, alors évidemment, ça veut dire que les partis islamites deviennent plus puissants. Ils vont gagner les élections, c'est impossible d'une autre façon. Et ils amènent avec eux les idées islamites. C'est une chose très intéressante et très dangereuse qui s'est passée l'année dernière, je pense. C'est l'enseignement de la djihad, du djihadisme, qui était interdit avec l'Atatürk et pendant toutes ces années. L'année dernière, Erdogan a décidé qu'on peut enseigner le djihadisme dans les écoles. Alors, dans une vingtaine d'années, nous aurons des problèmes aussi en Turquie. Alors, c'est un cas intéressant où le libéralisme a amené à une dictature. Parce que c'est vraiment ça. Une démocratie, c'est pas seulement aller voter. Le respect des minorités, c'est un principe démocratique, libéral, absolument essentiel. On lit chez Stuart Mill, quand il dit une personne, toute l'humanité n'a pas le droit d'interdire l'opinion d'une personne. Ça veut dire, en effet, le droit des minorités. C'est ce qu'il présente. Et on ne trouve pas ça. On trouve maintenant chez le régime turc, effectivement, une dérive djihadiste, proto-fasciste, je pense. Et c'est une démocratie de nom. Mais en réalité, c'est comme la Venezuela. C'est seulement de nom parce qu'en réalité, la réalité est beaucoup plus moche que ça. Est-ce qu'il y a des autres questions? Non. Sinon, nous voulons aussi vous demander de parler un petit peu sur votre trilogie de Lotus, et sa relation, sa liaison avec l'autoritarisme et le fascisme. Bien, je pense que peut-être je devrais commencer par expliquer un petit peu mes bouquins. Ce que j'écris des romans, et ces romans, ils ont toujours un côté fictionnel, une histoire, un scénario c'est une fiction, mais les sujets dans mes romans ne sont pas fictionnels, sont des sujets réels. Alors, on peut parler de la physique, on peut parler de l'économie, on peut parler de la politique, n'importe quoi. L'information là-dedans est toujours une information vraie. Et
Bon, il y a un tas de bouquins aussi publiés en français, comme La Formule de Dieu, L'ultime secret, c'est sur le christianisme, Le fruit divin, c'est sur le djihadisme, justement. On trouve un tas de bouquins qui parlent avec une histoire fictionnelle, des sujets non fictionnels. Et avec la trilogie de Lotus, mais elle n'est pas en français, malheureusement, ce que je voulais faire, c'est justement expliquer, avec l'histoire des 4 familles, les autoritarismes en Europe et dans le monde, aussi en Asie. On trouve beaucoup. Alors, il y a une famille portugaise, il y a une famille chinoise, une russe et une japonaise. Et on trouve toujours des rapports idéologiques communs. Parce que, par exemple, quand on parle de l'État nouveau au Portugal, ce qu'on appelle, il y a un débat au Portugal, je vous dis, est-ce que l'État nouveau de la dictature de Salazar, c'était un régime fasciste, oui ou non? Après la Révolution, on dit oui, c'était des fascistes. Maintenant, des académiciens disent non, Salazar, en effet, n'était pas un fasciste. Et à mon avis, si on accepte la définition de fascisme comme dictature de socialisme nationaliste, je devrais dire oui, Salazar était un fasciste. Il était nationaliste, c'était une dictature, il était un dictateur. Il était un nationaliste, oui, il était un socialiste. Mais son socialisme, ce n'était pas pour la voie du marxisme, et elle venait du catholicisme social. Par exemple, quand on voit au Portugal, on voit un tas de mesures. La sécurité sociale a été créée par la caisse de prévidence, a été créée par Salazar, la dictature. Les habitations et les quartiers pour les pauvres, avec des maisons, tout ça a été créé par Salazar. Alors, sont des mesures. Aider les pauvres, les écoles partout, sont des mesures de Salazar. C'est du catholicisme social. OK? Et on trouve la même chose, par exemple, dans le Japon. On n'a pas parlé du fascisme japonais, c'est très intéressant. Le fascisme japonais a été créé par les communistes. Okay? Ce sont des communistes japonais qui ont dit, bon, je ne crois plus au l'internationalisme du Comintern russe, parce que l'internationalisme soviétique, c'est vraiment la défense du nationalisme soviétique. Ce que les communistes soviétiques font, c'est la défense du nationalisme russe. Et il ne faut pas défendre la Russie, il nous faut défendre le Japon. Alors, et le Japon, c'est une nation prolétarienne qui est dans l'Asie prolétarienne sous la soumission des nations capitalistes européennes. Les Américains sont des capitalistes, les Anglais sont des capitalistes, les Français sont des capitalistes, les Portugais sont des capitalistes qui étaient aussi en Chine et au Japon et tout ça. Et il faut expulser ces gens. Et alors, toute l'idéologie de l'ultranationalisme japonais, c'est en effet un socialisme nationaliste. Parce que c'était des communistes japonais qui voulaient délivrer l'Asie des Européens, du capitalisme européen et imposer le socialisme en Asie. C'était le projet du nationalisme japonais. Alors, ils ont attaqué Hong Kong, qui était sous une domination européenne, Shanghai, le Vietnam sous l'Indochine, de domination française, les Philippines sous domination américaine, et Singapour sous domination anglaise. Et ils ont aidé l'Indie pour être indépendante de l'Angleterre, et ils étaient en Chine pour faire face à l'impérialisme russe, qu'ils disaient que les communistes les communistes chinois étaient en effet des agents des Russes, du nationalisme russe, et c'était tout à fait un projet communiste nationaliste. Et évidemment, la Russie, c'est pour expliquer, parce que mon personnage, la famille russe que je présente, c'est une famille demi-russe, demi-ukrainienne. Et cette famille est en Ukraine pendant la grande faim, ce que les Ukrainiens appellent le Holodomor. 2 millions de personnes sont décédées par faim, seulement en Ukraine, avec les collectivisations et tout ça, toutes ces politiques, et comment le nationalisme existait là, caché toujours, sous un discours internationaliste, et finalement, il y a une famille chinoise qui nous montre le conflit, parce que le parti nationaliste, c'était le Kuomintang de Chiang Kai-shek.
le Kuomintang en Chine, le parti nationaliste, a été créé par les Russes, les communistes russes, parce que c'était évidemment encore la même chose, un mouvement nationaliste, c'était appelé parti nationaliste, mais avec toute la constitution d'une politique socialiste qu'ils avaient aussi. Cette trilogie s'est expliquée avec les histoires des gens, parce que c'est très intéressant, vous savez. On a parlé aujourd'hui, surtout du point de vue des concepts. Et quand on parle des concepts, ce n'est pas si intéressant comme quand on parle des gens. Et pas seulement ça, les histoires, le cerveau humain, c'est un cerveau narratif. Nous comprenons mieux les histoires que les concepts. Je peux dire, les Alliés sont débarqués à Normandie pour délivrer la France. Et la bataille à Normandie, c'est 40 000 soldats sont morts. Ok, c'est une information. Une chose différente, c'est si on voit dans une image une main qui tremble. L'image s'ouvre et on remarque que c'est un soldat américain et c'est Tom Hanks, l'acteur. Ok, il est dans un bateau et la porte s'ouvre et les Allemands commencent à tirer et les soldats derrière lui commencent à tomber. Il tombe sur l'eau. Il est à la plage de Normandie au jour J pour délivrer la France. Et c'est un film Saving Private Ryan de Steven Spielberg. Peut-être beaucoup de vous avez vu ce film-là. Quand on regarde ce film-là, nous ne sommes plus au cinéma ou chez nous. Nous sommes à la plage avec Tom Hanks. On regarde les événements comme si nous y étions. Alors c'est là la puissance de la fiction. Et là la puissance de nous permettre de comprendre les situations d'un point de vue émotionnel aussi. Et vous savez, l'émotion, c'est une forme d'intelligence. Descartes nous a dit, il y a raison, il y a émotion. Ce sont des choses différentes. Aujourd'hui, on sait, d'après les études de neurologie, que l'émotion, c'est une façon d'intelligence. Okay? C'est une intelligence cachée. Quand on regarde quelque chose et ça me plaît, c'est émotionnel. Non, non, non. Il y a des raisons qui sont dehors de notre conscience, mais il y a des raisons là. Il y a un raisonnement dans notre cerveau. Alors l'émotion, c'est une façon de comprendre les choses. Et dans la fiction, parce qu'elle nous raconte des histoires, on comprend les choses d'une façon plus forte. Par exemple, tout le monde sait, tout le monde connaît le génocide juif par les Allemands, les nazis dans la Seconde Guerre. Tout le monde parlait, bon, ils ont tué 6 millions de juifs. Mais c'est une abstraction. Les Américains, ils ont fait dans les années 80 une série qui s'appelait Holocaust. Et pour la première fois, c'était la vie d'une famille juive. Et on a commencé à comprendre ces personnages, à aimer ces personnages et tout ça. Et soudainement, un de ces personnages, il est à l'entrée pour être gazé. Et nous sommes, avec ce personnage, dans la chambre du gaz. Et il va être tué. Et soudainement, on comprend le problème d'une façon émotionnelle. Staline, il a dit, la mort d'une personne, c'est une tragédie. La mort d'un million de personnes, c'est une statistique. OK? C'est la différence entre émotion et raison. C'est la différence entre narratif et abstraction. Je peux parler de choses abstraites, mais ce n'est pas si intéressant comme ça. Mais si quand je présente un personnage qui subit les conséquences d'une certaine politique, ou d'une certaine idéologie, ou d'une certaine religion, ou n'importe quoi, soudainement on commence à comprendre d'une façon émotionnelle, narrative. Et ça, c'est beaucoup plus fort. C'est pourquoi j'écris la fiction. Mes personnages, c'est une façon de permettre au lecteur de comprendre le sujet d'une façon plus complète. Par exemple, vous êtes la Croatie, il y a un livre extraordinaire sur l'occupation ottomane dans cette région qui s'appelle Nadrini Ćuprija d'Ivo Andrić. C'est un livre Ivo Andrić a gagné le prix Nobel de la littérature. Il nous raconte avec l'histoire des personnes réelles
comment, c'était des Serbes, je pense, comment ils ont vécu l'imposition des Ottomans qui sont arrivés en Bosnie pour s'imposer au peuple qui était là, slave. Okay? Et ce livre, le titre en français, ça serait Le pont sur le Drina. C'est Nadrini Tchoupria. Encore, c'est la même chose. La fiction a cette puissance. Par exemple, la puissance de nous raconter des choses vraies avec des mensonges. La fiction, c'est un mensonge. Un personnage qui n'a jamais existé, mais elle nous représente. Elle représente quelqu'un. Quand on lit, par exemple, le procès, c'est le procès de Kafka. Kafka nous raconte une histoire fictionnelle, mais il nous présente une vérité sur la justice. Et il fait ça en utilisant la fiction. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes fictions. Avec la trilogie du Lotus, par exemple, c'est la même chose. En utilisant l'histoire des personnages, avec des problèmes même d'amour, des histoires d'amour qui sont là, des grands défis devant leur vie, on comprend leur époque, on comprend les problèmes de cette époque, les idéologies, les façons de penser et tout ça. Et ça nous aide à comprendre le sujet. C'est ce que j'essaie de faire avec ma fiction, c'est toujours ça, raconter des choses vraies en utilisant la fiction.